Se centrer sur soi-même et être opisé ne sont pas la même chose. Se centrer sur soi-même signifie être en mesure de supporter les émotions et les pensées qui nous traversent, sans avoir besoin de confirmation ou de validation de l'extérieur. Cela implique d'être conscient de soi-même et de ne pas rechercher la normalisation ou l'approbation des autres. Utopiser, quant à lui, est le fait d'être suffisamment centré sur soi-même pour pouvoir imaginer et développer de nouvelles idées et énergies. A nécessite une capacité à se nourrir intellectuellement et à remplacer les besoins de l'ego par une intelligence intérieure. La notion de Maitreya est une illusion astrale qui désigne le Messie des Messies dans certaines écoles et croyances ésotériques. C'est une projection astrale des mémoires de Jésus, Bouddha, Mahomet et d'autres figures spirituelles, souvent liées à l'idée de réincarnation. Cependant, cela relève davantage de l'imagination que de la réalité. Quant à l'idée d'une lignée directe des rois de France associés aux Nazaréens, il n'y a pas de certitude à ce sujet. Cependant, il est mentionné que le grand monarque, souvent annoncé, aurait des liens directs avec les rois de France, bien qu'ils ne proviennent pas de ce pays mais plutôt du Québec. Enfin, il est suggéré que le Nazaréen aurait eu des relations sexuelles et des enfants, mais les détails ne sont pas précisés. Il y a plusieurs lignées royales qui descendent du Nazaréen. Cela inclut les rois de France, de Russie et d'Italie. Il y a également des querelles entre les différentes familles royales, mais cela n'affecte pas la lignée du grand monarque. Certains membres du grand monarque sont génétiquement liés aux rois de France et aux Nazaréens. Cependant, ce n'est pas nécessairement une condition pour en faire partie. Historiquement, les rois étaient souvent des individus qui se distinguaient et parvenaient au pouvoir. Arthur est un descendant direct du Nazaréen et est lié au Graal. Il est devenu le premier roi de Bretagne et a instauré la lignée royale génétique. Les enfants du Nazaréen ont joué un rôle dans la réécriture des évangiles, bien qu'ils n'aient pas laissé leur nom. Au début, personne ne devait savoir que les apôtres étaient tués. Marie-Madeleine ne les a pas dénoncés, mais elle les a enseignés de temps en temps. Cependant, elle prenait soin de ne pas éveiller les soupçons. Il y a quelques années, après la crucifixion de Jésus, les enfants étaient déjà là. Cependant, tous les enfants ont été donnés à un centurion romain et ont été légalement reconnus comme les siens. C'est ainsi que la lignée de Jésus s'est propagée en Italie, puis rapidement en Europe, en France, et même en URSS malgré les guerres constantes. Cependant, cela n'a été officiellement reconnu par personne. Seul un individu, qui n'était pas sûr de lui-même, savait qui étaient les fils de Jésus. Mais il ne l'a jamais révélé à personne. Marie-Madeleine n'a pas vécu assez longtemps pour le faire non plus. Il aurait été risqué de tout révéler aux enfants, car il n'était pas suffisamment intelligent pour comprendre et supporter toutes les implications. Cependant, il y avait des gens qui étaient plus conscients de l'obscurité et de la stupidité de la société, mais qui ne pouvaient rien y faire. Ils devaient se battre pour survivre, se protéger des animaux et des humains la nuit. Les enfants de Jésus étaient déjà très avancés, mais il fallait leur laisser le temps. Marie-Madeleine a eu des enfants avec Lazare, ce qui a mélangé les lignées génétiques. Certains de ses descendants sont devenus des sorcières très puissantes, principalement de race blanche. Marie-Madeleine quant à elle était une initiée, mais pas une sorcière à part entière. Les enfants n'étaient pas tous des enfants du centurion romain. Certains étaient des enfants de Lazare, mais leur vrai père n'a jamais été découvert à l'époque. Les enfants du centurion ont été adoptés par des familles romaines, ce qui était commun à l'époque. Lazare a également donné ses enfants à l'adoption à Rome, mais ceux de Lazare sont restés avec Marie-Madeleine. Les enfants de Jésus et ceux de Lazare étaient justifiés, mais de manière différente. Les descendants de Lazare ont migré vers le nord, en Italie puis en Union soviétique, où ils ont vécu en majorité. C'est d'ailleurs en Union soviétique que le comte de Saint-Germain a réapparu plus tard. Il s'agit d'une histoire complexe mettant en scène plusieurs personnages. Le comte de Saint-Germain et des sorcières. Il est question de réincarnation et de la quête du Graal. Une des sorcières adopte son frère sans le savoir, ce qui entraîne des conséquences importantes. Il est également question de génétique et de la rencontre entre deux frères. Le néotype et l'utopisation sont discutés, mais il est précisé que le néotype n'est pas un archétype. On évoque la possibilité qu'une mécanique puisse dissoudre l'astral et donner accès directement au bouddhique et au divin, mais cela pourrait entraîner des conséquences négatives pour l'humanité. Il est question de dissoudre les entités astrales planétaires en transformant tout le monde en entités éthériques planétaires. Cependant,
il est souligné que cela ne se produira que de cette manière spécifique. L'ego est mentionné comme étant une force à éviter dans la recherche du Graal, qui est décrit comme l'énergie christique contenue dans un récipient. On explique que la sécrétion pendant le sommeil peut influencer les futurs possibles, mais qu'il existe encore de nombreux autres futurs possibles à explorer. Un complot mondial est mentionné, impliquant les Templiers, les Rose-Croix et d'autres groupes, mais il est précisé qu'il y a également des complots au sein de ces complots. Un livre à venir abordera ce sujet. Il y a une multitude de forces et d'entités qui semblent travailler les unes contre les autres mais qui sont en réalité alliées par des forces extérieures. Cependant, les traditions religieuses et certains personnages influents ramènent tout à l'observance de valeurs supérieures, ce qui génère du doute et de l'instabilité. Ce doute conduit à l'incapacité de savoir avec qui s'allier, créant ainsi un sentiment de solitude et de confusion. Les adversaires semblent être la majorité des humains, les forces divines, les extraterrestres, les intraterrestres, les animaux, la pollution et la planète elle-même. Il est dit que ces forces ont besoin de notre génétique, mais il n'est pas clair qui exactement souhaite l'obtenir. Il est possible de rencontrer des intraterrestres et des extraterrestres dans certains lieux, mais ces rencontres sont dangereuses car elles attisent l'ego des humains. Cependant, il n'y a rien à faire pour empêcher cela, il faut laisser ces forces agir. Les femmes enceintes sont particulièrement ciblées pour des enlèvements ou des manipulations génétiques, qui se déroulent souvent dans des parcs d'attractions tels que Disneyland. Les enquêtes sont compliquées par l'action de la CIA, qui est également liée à ce phénomène. En fin de compte, il semble que l'humanité soit confrontée à une situation difficile sans véritable allié et avec peu de compréhension de ce qui se passe réellement. Le texte évoque différents sujets liés aux extraterrestres et aux manipulations génétiques. Il mentionne que des extraterrestres et des intraterrestres kidnappent des femmes pour étudier leur génétique et créer une alliance génétique avec eux. Cependant, ces expériences ont eu peu de succès jusqu'à présent. On parle également d'expériences sur des animaux de ferme, qui ont parfois donné naissance à des monstres, mais la plupart des créations génétiques sont stériles. Les intraterrestres doivent quitter le sous-sol de la Terre en raison des conditions chimiques et thermiques, et ils manipulent les industries pour éviter la pollution. Les extraterrestres veulent avoir les humains tels qu'ils sont, mais les intraterrestres veulent un corps physique plus résistant. Cela crée un conflit entre les deux groupes. Le texte mentionne également des manipulations dans le monde astral qui provoquent des conflits religieux entre les humains. On parle aussi de la possibilité que l'humanité ait été vendue par les États-Unis et la Russie, mais il est incertain comment résilier ce contrat. Finalement, il est souligné que les humains ne sont pas pleinement conscients des enjeux et des clauses de ces contrats. Il s'agit d'une discussion entre plusieurs personnes sur la façon de lutter contre un virus. Ils parlent de la possibilité de se faire enlever par un autre groupe et se demandent comment savoir si on est dans le bon groupe. Ils discutent de la désinhibition et de l'intelligence qui peut aider à prendre les bonnes décisions. Certains d'entre eux expriment leur insécurité et se demandent pourquoi certains humains sont si insécures. Ils discutent également de la transmission d'informations et se demandent si la communication par énergéopathie est une bonne façon de passer des messages. Dans cette conversation, il est question d'accéder à des informations et de savoir si un jour elles seront disponibles. On mentionne également l'idée que ces informations sont toutes fausses. Il est souligné que certaines informations seront données, mais qu'il faut faire attention à la manipulation mentale. On discute aussi de l'ego et de la souffrance liée au changement. L'exemple du mariage est abordé pour illustrer la peur de l'inconnu. On fait aussi référence à un contact bouddhique et aux Nazaréens qui auraient ouvert le ciel sans avoir ce contact. Il est précisé que cela ne signifie pas que le Nazaréen n'avait jamais eu de contact avec les plans divins par le passé. Dans cette conversation, l'auteur met en avant l'idée d'un amour intelligent, qui privilégie la communication et l'intentionnalité plutôt que des directives et des contraintes. Il mentionne différents plans de conscience, notamment le plan bouddhique et le plan supramental, et explique que certains individus sont en contact avec l'un ou l'autre, voire les deux. Il souligne que la conscience est libre de décider et que cela ne dépend pas des autres. L'auteur explique que les lois de l'homme sont différentes de celles des autres plans de conscience et que les humains sont importants pour comprendre et alchimiser les problèmes. Il souligne également l'importance de l'amour et de l'énergie dans le monde, suggérant qu'une plus grande quantité d'amour et d'énergie pourrait changer la façon dont le monde fonctionne. La conversation se termine par un geste d'affection et une réflexion sur l'interprétation énergétique de ce geste. Un frère en esprit est quelqu'un qui vous soutient et vous embrasse malgré votre réticence.
C'est une connexion spirituelle. La personne peut être secrètement désirer cette interaction. Tout cela relève de la spiritualisation. Les photos de l'aura sont basées sur des mécanismes astro-complexes qui impliquent l'énergie électrique, l'atmosphère ambiante et la susceptibilité physique. Cependant, il n'y a aucune preuve définitive de leur existence. Il est difficile de lâcher prise et de s'ouvrir à l'énergie sans chercher à tout rationaliser. Il n'y a pas de technique spécifique pour y parvenir, cela nécessite une évolution de l'ego vers l'intelligence et une compréhension plus profonde. La mentalisation est dangereuse et doit être évitée. L'intelligence implique d'être simplement là, sans avoir besoin d'explications rationnelles. Nous avons tendance à rechercher des raisons, mais dans une conscience plus libre, cela n'est pas nécessaire. L'humain est obsédé par la manipulation et la recherche de raisons, mais il peut y avoir une liberté sans en avoir besoin. Les frères en esprit viennent à nous sans raison apparente, cela peut sembler absurde mais il faut en profiter. La recherche de raison est une vision de l'ego, mais dans un état de conscience libre, tout est juste. L'intellectualisation. Et la mentalisation sont trois concepts qui font référence à différentes façons de penser et de traiter les informations. L'intellectualisation est le fait de privilégier l'intellect, la raison et la logique pour comprendre et traiter les situations. Cela peut être motivé par le besoin de satisfaire l'ego, en mettant en avant une partie spécifique de celui-ci. L'intellectualisme, quant à lui, est une approche globale de l'ego, où tout l'aspect intellectuel est nourri et mis en avant. Cela peut créer un court-circuit au niveau de la conscience, car tout est créé et détruit simultanément. La mentalisation est le processus de doute constant où la création et la destruction, le jeu et l'exploration se mêlent. C'est essentiel à un moment donné, mais cela peut également épuiser l'énergie et créer des tensions mentales. Il est important de traverser ces différentes étapes pour atteindre quelque chose de plus stable, mais il faut être conscient des pièges et des limitations de chaque niveau. L'humain a la capacité d'accéder à des plans supérieurs, tels que le plan de l'intentionnalité, le plan de la gratuité et le plan de l'intelligence. La désinhibition, orchestrée de manière appropriée, permet d'accéder à ces plans et d'amener l'être humain vers une plus grande liberté et une compréhension plus profonde de lui-même. Le texte évoque la question de la mortalité et de l'importance de l'humain dans l'univers. Il affirme que l'homme a une valeur supérieure à toute autre créature, y compris les extraterrestres. Il souligne que l'intelligence doit encore être développée pour une meilleure gestion de la matière, de l'énergie vitale et de l'ego. L'auteur se questionne sur la peur et le dégoût ressentis face au changement, attribuant cela à l'ego qui ne peut pas comprendre. Finalement, il conclut en affirmant que l'homme contient tout et est capable de réunir et de mettre en harmonie tous les éléments de la création.